Une montre qui mesure la glycémie et change la vie de dizaines de millions de diabétiques à travers le monde avec une méthode non invasive, sans goutte de sang. Après plus de 10 ans d'une recherche commencée sous Steve Jobs, ce sera peut-être à la rentrée la killer app de l'Apple Watch et c'est déjà l'événement de la semaine dans iWeek. Le bug de la semaine, lui, enquiquine l'appli France Identité, la transposition dans nos smartphones de la carte d'identité au format carte de crédit. Bêta test en cours, tout se passait bien, jusqu'à ce que les essais montrent un comportement erratique du NFC des iPhones des gammes 12, 13 et 14. On va en reparler. La rumeur de la semaine concerne le nouveau portable Apple de 15,5 pouces attendu courant avril. Et si ce n'était pas un MacBook Air, mais un MacBook. Hashtag iWeekLSA pour partager votre avis. L'équipe d'iWeek elle-même n'est pas emballée. Et puis le bonus exclusif pour notre communauté Patreon. Cette semaine, iMessage sur Windows, enfin pas tout à fait. Un bonus audio et vidéo à écouter et à regarder sur patreon.com/iWeek. Mardi 28 février, qu'est-ce qu'on dit les amis ? Bonjour, on dit Benjamin. Bon anniversaire mon capitaine. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Benji. Joyeux anniversaire. La latence fera qu'on ne se rendra pas du tout compte que c'était téléguidé. Merci beaucoup. Ça me touche énormément, votre spontanéité, mes amis. Bonjour, bonsoir pour de vrai à toutes et à tous. Bienvenue à chacun d'entre vous et à mes trois complices qui ont mis la chemise et la veste. Pas pour mon anniversaire, mais si. Pour faire comme à la télé, voilà, j'en dirai pas plus. Il est 17h30. Je vous conseille la version vidéo cette semaine. Nous sommes donc le dernier jour du mois de février 2023, année non bissextile, vous l'avez remarqué. Et on en profite pour souhaiter un autre anniversaire, celui de l'absent du jour, notre vénéré Elie Abitbol qui me précède tous les ans de 24 heures. Et donc, on chante pour Elie cette fois ? Allez, 3, 4. Joyeux anniversaire. Ça suffit. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce que tu dis ? Bon anniversaire Elie. On t'embrassera la semaine prochaine et on pense à toi. Bon, soyez chacune et chacun les bienvenus dans ce 126e épisode d'iWeek, la semaine Apple, le podcast de référence pour tout ce qui touche à l'actualité de l'écosystème Apple. Merci pour votre fidélité renouvelée. Je m'appelle Benjamin Vincent et donc je suis entouré par ce qui reste de la Dream Team, l'essentiel quand même. Salut François. Salut Benjamin, salut à tous, très heureux de vous retrouver après une petite absence de quelques semaines. Exact, et donc tu as acheté une chemise de cow-boy, tu as les Santiago avec ou pas ? Ouais, alors je t'avoue que je l'ai pas acheté pour l'occasion, parce que j'ai l'occasion de m'en servir de temps en temps pour les enterrements en particulier, mais je suis pas sûr qu'on va enterrer quelqu'un aujourd'hui, peut-être, je sais pas, on va voir. On va voir si on enterre un sujet au milieu de tout ça. Je vais demander à ChatGPT d'ailleurs. D'accord. Bon, vas-y, on te laisse faire. Bon, désolé pour les Santiago, c'est pas les chaussures de circonstance, du coup. Salut Gilles, toi aussi t'es beau comme un camion, hein. Il me manque plus que la casquette de trucker, alors. C'est ça, et le camion en fait, oui. Et le poster avec la femme en maillot de bain aussi, du coup. Oui. Je suis ravi de retrouver François. Moi aussi. Quand il arrive, on planque les filles et les bouteilles. Ah, ça commence bien. Fabrice, t'as compris ? Oui, j'ai compris que c'est bon, j'ai pas besoin d'en rajouter. C'est ça. Bon, je suis très heureux de vous retrouver tous les trois, François Le Truédic, Gilles Dounès, Fabrice Neumann. On te retrouve, Fabrice, sur ton site. Un petit rappel fait jamais de mal. pro-fusion-conseil.fr. Voilà, et puis on est tous sur les réseaux, évidemment. Alors, vous nous suivez sur toutes les plateformes de podcast et en vidéo sur YouTube.
profitez-en, ratez pas ça cette semaine. Ce sera à partir de dimanche sur YouTube, mais si vous voulez prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours d'avance pour la version vidéo, c'est sur patreon.com/iWeek que ça se passe, et ce n'est que l'un des privilèges qu'on réserve à notre communauté, puisque vous échappez aussi à la pub en pré-roll, et puis vous êtes les seuls sur Patreon à bénéficier de notre bonus hebdo exclusif qu'on va enregistrer juste après le générique de fin. Il s'agit aujourd'hui d'iMessage, Fabrice. Ben oui, donc iMessage, on sait, c'est les bulles bleues sur nos chers appareils Apple qui sont accessibles uniquement sur les appareils Apple, sauf depuis quelques heures en fait, grâce à une fonction intégrée à Windows qui permettrait en partie d'en profiter aussi. On va en parler pendant le bonus. Eh ben super, à tout à l'heure, on attend ça avec impatience. Ce sera, si vous êtes sage, sur Patreon uniquement. Dans quelques minutes, France Identité en attente d'une solution à un bug du NFC côté Apple. Pour ou contre le retour peut-être de la marque MacBook dans la gamme des Mac portables. Et tout de suite, potentiellement, un progrès majeur pour les diabétiques et une killer app en puissance pour l'Apple Watch. C'est un projet qui a commencé avant la mort de Steve Jobs. Autant dire que cela fait plus de 10 ans qu'Apple cherche une solution pour détecter et mesurer la glycémie avec l'appareil le plus adéquat qui est l'Apple Watch évidemment. Apparemment, Apple aurait réussi son pari après donc des années d'efforts. Est-ce que c'est la killer app que Steve Jobs puis Tim Cook attendaient pour la montre connectée d'Apple? Gilles, je me tourne vers toi. Oui, alors ça a déjà commencé dès la présentation des fonctions de support de véritable application de l'iPhone 98, si ma mémoire est bonne. Il y avait déjà un lecteur de glycémie dont les résultats pouvaient aller être compilés et faire des statistiques sur l'iPhone. Tout le monde avait fait le rapprochement avec le cancer de Steve Jobs. Là, c'est ce qu'Apple sait faire de mieux. Dans la mesure où non seulement ça va changer la vie de millions et de dizaines de millions de diabétiques, parce que c'est pas seulement l'abus du sucre dans l'industrie ou le comportement individuel, c'est également les perturbateurs endocriniens qui sont partout dans la nature, c'est les sels nitritées qui sont dans la charcuterie, les différents conservateurs. En fait, les maladies endocrines sont un véritable fléau qui vont exploser. Et là, on a le même système de comptage dans le liquide interstitiel des cellules qu'on peut avoir avec le comptage de l'oxygène à l'intérieur des cellules, des globules rouges. C'est le même type de fonction, les mêmes algorithmes qui sont adaptés et qui servent à une fonction importante, mais également de façon transversale, ça va pouvoir être adapté pour les activités physiques de sport. En regardant le taux d'oxygène qui est dans la circulation plus le taux de glucose, on va pouvoir savoir quand est-ce que le muscle commence vraiment à travailler et taper dans ses réserves. Alors, le progrès majeur, ce serait que l'Apple Watch réaliserait ces mesures, évidemment, sans avoir besoin d'une goutte de sang pour laquelle les diabétiques se piquent le bout du doigt tous les jours de leur vie. Ce serait ça le progrès majeur, Fabrice? Oui, en termes de calcul de la glycémie, oui, bien sûr. Pour reprendre ta question sur est-ce que c'est ça la killer app de la montre, heureusement que non, parce que sinon elle ne se serait pas vendue jusque-là. En revanche, c'est une fonction vraiment importante pour pour compléter la panoplie déjà très très complète de la montre, qui fait que ça donne de plus en plus envie à de plus en plus de gens de la porter tous les jours. C'est quand même ça aussi. Faut se rappeler que
La montre se bat, la montre connectée se bat d'abord contre une montre classique. Des milliards de gens portent une montre. Ils sont des millions maintenant, des dizaines de millions à porter une montre connectée, mais on n'en est pas encore là. Donc il faut convaincre les gens de remplacer leur montre, qui est un objet de mode, un bijou, par une montre qui est plus un ordinateur qu'on peut trouver joli ou pas, mais du coup là tous les goûts sont dans la nature. Donc c'est un atout supplémentaire pour convaincre plus de monde à porter une montre connectée tous les jours, et donc celle d'Apple en particulier. C'est surtout ça, je trouve, qui est important. Je sais pas comment vous le sentez-vous, mais pour moi, justement, j'ai pas une fonction de la montre qui fait que j'ai envie de la porter. C'est parce qu'il y en a plusieurs qui s'additionnent au fur et à mesure des versions qui me donnent encore plus envie de la porter. Et ça, c'est une fonction éminemment importante, comme l'a décrit Gilles. C'est surtout comme ça que je le conçois. Oui, alors, tu parlais, Gilles, de dizaines de millions de patients qui sont atteints de diabète. Ils sont peut-être même plus nombreux. Mais pour cette clientèle-là, si on raisonne en termes de clients pour l'Apple Watch, si cette fonction arrive effectivement dans une prochaine version, peut-être la série 9, l'Apple Watch va devenir la montre que tous les diabétiques vont naturellement avoir envie d'acheter, parce que ça va leur changer la vie si c'est le cas. François ? Ouais, je te rejoins complètement. C'est une fonctionnalité qui peut révolutionner aussi la vie de pas mal de gens. Moi, je sais que dans mon entourage, j'ai pas mal de diabétiques, au travail en particulier. Puis c'est vrai, quand ceux qui se piquent, maintenant ça se fait beaucoup aussi. Tu peux te mettre un truc au bras et tu scannes avec ton téléphone, c'est du NFC. Mais ça veut quand même dire que tu as un truc à te faire poser, entre guillemets, quoi. Là, l'intérêt, c'est que ce serait directement implémenté. Il n'y aurait pas de fonctionnalité en plus. Et puis je me demande dans quelle mesure aussi ça pourrait pas permettre à des gens qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques, finalement, de peut-être se rendre compte que le taux de glycémie est trop élevé. Et je pense qu'il y a plein de diabétiques qui s'ignorent. Si ça se trouve autour de cette table virtuelle, peut-être qu'un parmi nous a ce souci-là et ne le sait même pas. Et c'est dans ce sens-là, d'un point de vue prévention aussi, à l'image de ce qu'on peut avoir pour la prévention avec le taux d'oxygène par rapport à si vous êtes dans un état un peu de maladie, on l'a vu, il y a eu quelques tests qui ont prouvé la corrélation. La température, qui est pas complètement aboutie sur la dernière version, mais il y a bien un moment où ils vont réussir à le faire. Voilà, comme le disait Fabrice, c'est des couches qui s'additionnent les unes aux autres. Et il y a un moment, en fait, où l'Apple Watch va vraiment devenir un objet d'études de santé, avec les dérives que ça peut avoir, bien évidemment. Mais ça deviendra de plus en plus pertinent. C'est pas la fonctionnalité qui fera peut-être que l'Apple Watch se vendra par centaines de millions, mais c'est un truc en plus. Et je me dis, un truc en plus, peut-être pas très très cher en plus aussi, tant mieux, quoi. Fabrice, et puis je reviens vers toi, Gilles. Fabrice. Il me semble assez clair quand même que je voudrais tempérer deux petites choses. Ça m'étonnerait que ce soit pour la série 9. Si on en croit ce que dit Mark Gurman, qui a donc sorti ça, qui a décrit comment ça fonctionnait, etc. Apple est sur le point 2, mais je ne pense pas que ce soit encore suffisamment proche de la production de série. Et puis, si Apple y parvient, aussi doué que soient les techniciens d'Apple, il y en a d'autres qui vont parvenir aussi à proposer quelque chose. Alors l'atout d'avoir ça dans sa montre pour un suivi, comment dirais-je, tous les jours, enfin même plusieurs fois par jour sans y penser, donc ça c'est vraiment important. Mais il y aura d'autres appareils qui sauront faire un calcul de glycémie sans avoir à piquer le doigt non plus. Donc il n'y aura pas quand même qu'Apple qui sera capable de le faire, faut pas oublier ça. Non, mais ils vont sans doute avoir un temps d'avance s'ils arrivent effectivement à cette prouesse, parce que pour l'instant, personne n'arrive à le faire de manière satisfaisante. Oui, bien sûr. Et puis bon, l'avoir dans sa montre pour ceux en plus qui l'ont déjà et qui pourraient être en plus convaincus pour avoir un suivi tout le temps, ça bien sûr, ça c'est un atout. C'est ce qu'a montré la capacité qu'a montré l'Apple Watch justement à intégrer tout un tas de choses et à devenir un objet du quotidien pour tout un tas de gens. Alors Gilles, j'ai pas dit dans le sommaire qu'on allait te retrouver pour ta mise au point hebdo, mais tu vas t'intéresser à ce groupe, cette équipe qui a travaillé dans le plus grand secret depuis plus de 10 ans, sous un nom de code du projet qui était apparemment E5.
une équipe de choc, mais il y a plusieurs équipes de choc chez Apple qui sont chacune sur des projets ultra secrets et c'est presque une entreprise dans l'entreprise ou une start-up dans l'entreprise. Oui, c'est bien ça. Tout le monde fonctionne sur ce type-là de la start-up. On va le développer tout à l'heure. Mais là, c'est une start-up de façon transversale et c'est bien ça l'intérêt de la fonction avec l'ensemble des fonctions déjà présentes comme l'a développé Fabrice. Et pour se représenter ce que ça signifie, ce que ça va représenter pour les gens qui ont des problèmes de diabète, c'est ce que l'Apple Watch a déjà représenté pour les malades du cœur, avec le suivi facilité pour les spécialistes à l'hôpital, et puis l'amélioration de l'hygiène de vie. Mais j'insiste, il y a une utilisation transversale de la fonction, en particulier pour des activités physiques. La glycémie pour des jeunes sportifs qui ont des problèmes d'insuline, savoir est-ce qu'ils doivent se supplémenter en sucre avant de commencer un effort, mais également avec la température, avec le rythme cardiaque, la glycémie peut permettre d'améliorer vraiment ce que une séance d'entraînement ou une optimisation de l'effort pendant une compétition à long terme peut représenter. Ce calcul des constantes est vraiment quelque chose d'extrêmement important et c'est un petit peu un symbole de ce qu'Apple peut représenter. Bon, on reviendra tout à l'heure avec toi, Gilles, sur le travail de cette équipe, l'Exploratory Design Group. Ce sera dans ta mise au point de la semaine. Allez, on se retrouve dans un instant avec notre deuxième gros sujet de la semaine. C'est ce bug qui enquiquine la phase de finalisation de l'appli France Identité qui doit intégrer notre carte d'identité dans nos smartphones. À tout de suite. L'appli France Identité, alors elle est très attendue quand l'équipe du ministère de l'Intérieur qui la développe a ouvert la bêta. Elle a été submergée de candidatures d'utilisateurs qui voulaient la tester. Alors ça suppose d'avoir la nouvelle carte d'identité au format carte de crédit parce que cette carte est dotée d'une petite puce et cette puce qui va communiquer avec le smartphone, dans notre cas l'iPhone, via le NFC, le Near Field Communication. Le problème, c'est que les premiers tests de l'équipe qui développe France Identité ont été effectués sur des iPhones parmi les premiers à avoir intégré le NFC. Et quand les tests se sont étendus aux générations les plus récentes, eh bien le problème a commencé à se manifester, à se répéter, c'est-à-dire un comportement erratique. Au moment où il faut rapprocher la carte d'identité physique du téléphone, c'est l'une des deux procédures pour s'authentifier, eh bien la reconnaissance se fait pas toujours immédiatement, il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois, et ça c'est un bug a priori qui est attribué à Apple. Du coup le problème est depuis plusieurs mois entre les mains des équipes à Cupertino et on n'a pas trop de nouvelles, on n'a pas trop de délai non plus, et en attendant eh bien, la phase bêta elle est sur pause puisque le nombre de bêta-testeurs qui devait passer progressivement à 10 000 est toujours à 2500 sur iOS. Et du coup, il est aussi toujours à 2500 sur Android, donc 5000 en tout, alors qu'on devrait être depuis plusieurs semaines à 20 000. Ça fait quelques mois de retard déjà et on n'a pas trop de visibilité sur la manière dont les choses vont s'accélérer. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces petits soucis ? Je sais, François, que tu as essayé l'appli et que tu as eu toi aussi des soucis. Ouais, alors on a eu l'occasion d'échanger là-dessus parce que j'ai eu des petits soucis pour récupérer ma carte d'identité. Pour tout vous raconter, en fait, maintenant il y a une prise d'empreinte aussi pour la carte d'identité, ce qui est quand même assez
voilà, qui peut être contraignant pour dire les choses. Et en l'occurrence, moi j'ai fait ma prise d'empreinte sans aucun problème, et au moment d'aller récupérer la carte d'identité, en fait, il vérifie les empreintes, que les empreintes qui sont sur la carte d'identité correspondent aux empreintes réelles de la personne. Et moi, en fait, il y avait un bug avec leur système, bug connu, ce qui fait qu'en fait, ils n'arrivaient pas à faire correspondre mes empreintes testées sur place avec les empreintes qui étaient enregistrées sur la carte d'identité. J'ai quand même fait 3 allers-retours à la mairie pour réussir à régler le problème, et en fait, il y a un moment où ils disent « Bon, bah tant pis, on fait une remise sans les empreintes ». Et donc du coup, moi, directement après avoir récupéré la carte d'identité, j'ai essayé de la scanner avec l'application France Identité, justement, puisque bah, je l'avais téléchargée, et j'ai jamais réussi avec la puce NFC. J'ai eu l'occasion de la retester 2 ou 3 fois, j'arrivais à passer la première étape, c'est-à-dire, la première étape, c'est scanner la carte d'identité, vous prenez en fait une photo de la carte d'identité avec votre iPhone, et derrière, il indique qu'il faut la scanner, donc à plusieurs reprises, il détectait carrément pas la carte d'identité, et il y a 1 ou 2 fois où j'ai quand même réussi, c'est-à-dire qu'il lisait. Il arrivait à interagir avec la carte d'identité, mais ça allait pas au bout et ça me mettait un message d'erreur. Donc le geek que je suis était particulièrement déçu, et c'est vrai que bah, moi, comme vous, je pense, ça m'arrive de temps en temps de sortir uniquement avec le téléphone, d'autant que le téléphone aussi maintenant, c'est ma carte pour débloquer ma voiture, vu que je la déverrouille en fait avec mon téléphone. Bah, c'est vrai qu'on a envie en fait d'avoir que son téléphone, et le fait de pas pouvoir numériser la carte d'identité, je trouve ça dommage, et ça aurait été un gros plus. Donc voilà, c'est une petite déception, j'ai hâte que ça fonctionne, mais voilà, une fois de plus, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de retour par Apple, c'est décevant. Qu'est-ce que vous pensez de ce bug, Gilles? Ouais. Avant de répondre à ta question, je vais poser la mienne. Est-ce qu'on a déjà eu un retour rapide sur un bug signalé à Apple? Est-ce qu'on a déjà eu un retour rapide d'Apple sur les avancées du problème? Non. À qui tu adresses la question? De façon collégiale, à vous. Est-ce que dans votre expérience, vous avez souvenir de ça? Non, c'est vrai. Alors, il y a dépend. aussi tout un tas d'histoires de développeurs qui font remonter des bugs dans leur application ou dans d'autres via le système radar qui existait avant, qui n'existe plus maintenant, il me semble, etc. Et avec des histoires où le bug est corrigé 3-4 ans plus tard, quoi. Donc, Quand il est c'est corrigé. Vrai. S'il est corrigé, nous sommes d'accord. C'est vrai. En même temps, ça fait aussi partie de la culture du secret de chez Apple, me semble-t-il. Il y a potentiellement un souci chez Apple. Pour l'instant, ils disent ni oui ni non, bien au contraire, et on verra si c'est ça, quoi. Alors, pour préciser, apparemment, c'est un bug qui n'était pas connu d'Apple. Il faut savoir quand même que le NFC est arrivé relativement tardivement sur les iPhones. Ça existait Oui, et depuis puis ils ont été bien forcés. longtemps sur les téléphones Android. Et en fait, l'équipe qui développe France Identité, en fait, avait besoin qu'Apple ajoute une technologie dans iOS qui n'existait pas, qui s'appelle PACE, qui est très spécifique à la sécurisation des titres d'identité. Donc ce protocole a été effectivement ajouté à iOS depuis iOS 16, donc ça, c'était une vraie avancée. Ça a permis du coup de lancer le programme bêta, et l'équipe de France Identité pensait que le plus dur était fait, parce que c'était quand même une étape essentielle. Et puis ce bug est venu un peu mettre le beans dans la finalisation de la période de test, parce que a priori ça marchait plutôt pas mal, si ce n'est pour toi François, mais je crois que les retours étaient quand même plutôt bons, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait c'est pas juste un ou deux modèles d'iPhone, hein, c'est tous les iPhones de la gamme 12, 13 et 14. C'est tous les iPhones des gammes 12, 13 et 14. Autrement dit, tous les iPhones sortis depuis 3 ans. Donc ça fait beaucoup d'iPhones. Il n'est pas envisageable de sortir une appli qui ne fonctionne pas parfaitement avec autant de modèles d'iPhone. C'est juste pas possible. Surtout que potentiellement, ce sont les gens qui sont le plus geeks qui vont vouloir la numériser, et en l'occurrence, ça risque d'être des gens qui ont des iPhones récents, donc oui, encore plus. Oui. C'est une pierre dans le jardin de l'obsolescence programmée chez Apple. La preuve que là, c'est dans l'autre sens, du coup. C'est ça, c'est la preuve que non. Alors, la grande question, c'est est-ce que c'est un bug d'origine logicielle qui va être réglé par une mise à jour d'iOS, ou est-ce que c'est un problème beaucoup plus sérieux qui serait peut-être d'origine matérielle? C'est la question que tu posais dans la quotidienne de jeudi, dans laquelle on a révélé cette histoire, Fabrice.
Oui, oui, la question se pose. Du coup, on ne peut que poser la question, on verra bien ce qu'il en est. Moi, ce que ça me provoque comme réflexion, c'est que et notamment en entendant François dire de temps en temps on sort sans autre chose que notre téléphone. Il est donc absolument impératif que ça fonctionne absolument à tous les coups, parce que du coup maintenant ça pourrait être la carte d'identité. Alors ouvrir la voiture, alors je rebondis là-dessus. Moi j'ai entendu des gens qui ont des voitures comme celle de François, de la même marque ou pas, mais qui utilisent le téléphone pour déverrouiller et démarrer leur véhicule. Et puis de gens qui disent il a fallu que j'appelle ma femme, que j'appelle mon mari parce que en fait j'avais laissé la clé physique à la maison et puis ça marchait pas et donc j'ai pas pu repartir quoi. Donc il y a un truc quand même là. Je suis très client. J'ai aussi envie de pouvoir ne partir qu'avec mon téléphone parce que s'il y a bien un truc que j'oublierai jamais nulle part, c'est bien ça. C'est bien ça l'idée de ce dont on parle. C'est sûrement parce que je suis malade. Hein, je l'admets volontiers. Mais je pense à mon téléphone avant les autres trucs. Mais il faut que ça marche à 100%. Et dès qu'il y a le moindre doute, ça peut, pour reprendre l'expression de Gilles, mettre une ou plusieurs pierres dans le jardin en question. Et c'est un peu dangereux. Donc je pense aussi que c'est encore plus pour ça qu'Apple ne dit rien sur le sujet, parce qu'il faut qu'ils reviennent avec une solution fiable à 100%. Pour moi, ça pose un problème plus général. Hein, c'est le tout, les appareils qui font tout. Depuis les imprimantes, depuis les machines expresso qui font également le café filtre, le broyage des grains, la machine, le lave-linge qui fait également sèche-linge. Une fois qu'il y a un problème sur l'un, tout est compromis et la leçon numéro 1 de l'évolution, c'est la redondance des fonctions. Je veux dire, du point de vue biologique, hein, et que ce soit en biologie animale ou végétale. Donc, si vous partez avec votre ouvre Tesla dans la poche, prenez également les clés, enfin l'appareil, et pareil pour l'ouverture de la porte de la maison, etc., etc. C'est ce que je fais. Hein. J'ai la carte de ma Tesla dans mon portefeuille, je vous rassure. Bon, c'est bien. Bon, en tout cas, du coup, c'est un peu embêtant parce que ce bug qui est quand même attribué à Apple freine tout le projet. C'est un projet très important pour le gouvernement, donc autant vous dire que cette histoire est comme une épine dans le pied, quoi. Fabrice. Ouais, juste pour souligner quand même que la France fait partie des tout premiers pays à développer et à vouloir distribuer ce genre de choses-là. Donc c'est aussi pour ça que ça peut se passer quand on essuie les plâtres. Je trouve qu'on a souvent l'habitude de dire on est français donc on se plaint. L'administration française en termes de technologie est plutôt quand même vraiment bonne, quoi. Tous les sites web et toute la déclaration des revenus en ligne, etc. On est très en avance sur quasiment tous les pays du monde. Et ça marche bien. Ils sont à la pointe de ça. Il y a un problème qui du coup dépend même pas d'eux. Moi, je trouve ça... je voudrais rendre hommage, pour une fois, quand même, à l'administration française qui fait des trucs vraiment dans ce domaine qui sont vraiment bien, quoi. Voilà. Donc la balle n'est pas vraiment dans leur camp, mais ils sont prêts. Dès que ce sera résolu, ils seront prêts, quand même. Je trouve ça chouette. Et puis un détail, parce qu'effectivement, tu dis qu'on est quasiment les premiers, mais c'est vrai qu'on est quasiment les premiers, si ce n'est les premiers à le faire de manière aussi sérieuse, parce qu'on a déjà parlé ici de... entre guillemets la numérisation des permis de conduire américains qui sont un peu l'équivalent de notre carte d'identité en France. Ça repose pas du tout sur la même technologie. Clairement, la technologie française est beaucoup plus sécurisée. Et c'est aussi pour ça qu'ils essuient les plâtres, et c'est aussi pour ça que c'est pour le projet français, plus je crois, il y a un projet, je crois que c'est en Espagne ou en Allemagne, je sais plus, qui est un peu comparable, mais qui est un petit peu... qui est pas au même stade d'avancement, mais qui est aussi en train de bouger. C'est pour nous, en fait, qu'Apple a intégré ces technos dans iOS 16. Donc,
c'est pas rien. Ça veut dire que d'autres pays vont sans doute aussi pouvoir monter à bord du train et puis les mettre à profit. Mais oui, enfin, je veux dire, c'est juste normal que... c'est pas étonnant en tout cas qu'il y a un endroit sur le chemin, il y a un problème. Le souci, c'est plus... C'est vrai qu'on aimerait qu'Apple soit transparent et juste nous donne davantage d'infos sur la manière dont eux ont intégré les infos sur le bug et qu'on ait une notion des efforts et des moyens mis en œuvre pour le régler, parce que là c'est vrai que c'est cette opacité qui est un peu embêtante, c'est qu'on n'a aucune idée si ça va prendre une semaine, 6 mois, 2 ans ou peut-être qu'on n'aura pas de solution avant. Et moi, je me demande si le retard pris par le Pass Navigo sur iPhone n'est pas lié à la même raison, en fait. C'est à se demander, ouais, tout à fait. Même si, très clairement, alors, si c'est ça, ça pourrait être un indice pour un problème matériel. Parce que, du coup, le Navigo ne repose pas du tout sur le protocole PACE que tu as décrit. Et ce serait gravissime, hein, quand même. Là, pour le coup, ce serait vraiment difficile à contrecarrer. Ouais. Il y aurait des milliards, ça coûterait des milliards de dollars à Apple. Pour rejoindre ce que tu disais, Benjamin. Oh bah non, Gilles, ça leur coûtera rien. Ils vont pas changer les iPhones vendus depuis 3 ans pour que ça marche dans le métro. Ils seront obligés ils vont se prendre une class action aux fesses et ils vont être obligés d'avoir en retour, tout le temps que c'est une puce de sécurité, ils vont être obligés de récupérer les iPhones, de faire un échange standard, exactement comme les constructeurs de voitures. Non mais on peut pas leur reprocher que ça ne marche pas avec un service qui n'existe pas encore. C'est pas possible. S'il y a un problème matériel d'implémentation de la technologie NFC sur l'iPhone, il y aura des avocats pour ester en justice et, fais-moi confiance, pour gagner. On n'est pas aux États-Unis là, Gilles. Non, moi je crois pas du tout. Non, moi non plus. Ils ont d'autres procès à gagner ou à perdre avant. Il y a des enjeux industriels du côté français, puisque les industriels français sont très en pointe sur tout ce qui est sécurité, passeport biométrique, et même au niveau des billets de banque. Donc, si ça ne marche pas, si les Français ont des problèmes sur ces trucs d'identification, de sécurité, ça aura forcément des répercussions en termes d'image. Bon, on va suivre évidemment les prochaines étapes pour ce projet France Identité. Cette appli, effectivement, en redisant tout le bien qu'on en pense et toute l'estime qu'on a pour l'équipe qui s'occupe de son développement. On sait que c'est absolument pas de votre faute. Voilà, ça vous est tombé dessus, c'est la vie. Voilà, il n'y a pas de coupable. On est plutôt avec vous et on espère que ça va s'arranger très vite. En tout cas, on vous tiendra au courant. Allez, nous, on se retrouve dans quelques instants pour évoquer cette rumeur du retour de la marque MacBook au sein de la gamme des Mac portables. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? À tout de suite. Si tout va bien, un nouveau portable de 15,5 pouces sera annoncé dans le courant du mois d'avril. On a un moment parlé d'un nouveau MacBook Air, mais au fil des jours, de plus en plus, on entend parler d'un MacBook de 15,5 pouces. Alors, est-ce qu'on va assister au retour de cette marque qui a disparu avec le dernier 12 pouces, si je ne m'abuse? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ce serait une bonne chose ou pas? Je voudrais vraiment avoir votre avis sur l'éventuel retour de la marque MacBook en parallèle des MacBook Air et des MacBook Pro. Fabrice, qu'est-ce que tu en penses? Si c'est le cas, en fait, ça pourrait donner l'impression que la sous-marque Air embarrasse Apple, en fait. C'est-à-dire que tout le monde se rappelle, notamment autour de cette table virtuelle, comme dit François, que quelque part, Apple a cherché à faire disparaître le MacBook Air il y a quelques années de ça, en gardant au catalogue un MacBook Air Intel sans le renouveler.
Sauf qu'il était toujours au catalogue et finalement c'était celui-là que les gens achetaient. Donc ils n'ont pas réussi à se débarrasser entre guillemets de cette marque R. Et finalement pour le renouveler et avoir maintenant les MacBook Air M1 d'abord et puis le fameux M2 qui donc vraiment a été totalement renouvelé, qui est une super machine aujourd'hui. Donc moi je me demande s'ils ont vraiment envie de se débarrasser de cette marque-là. Et puis le fait est que un MacBook 15 pouces, si ça s'appelle MacBook, il y aurait un vrai problème parce que donc comme tu le disais, le dernier MacBook c'était un 12 pouces. Moi j'ai encore des gens autour de moi, des clients qui regrettent le MacBook 12 pouces. J'ai encore des gens qui l'utilisent d'ailleurs, bien que c'était une machine plutôt lente, etc. Mais qui vraiment ça pesait 900 grammes et ils l'utilisent toujours quoi. Moi j'ai notamment une cliente qui ne veut pas s'en débarrasser parce que le MacBook Air actuel, il est un peu trop grand, voilà. Ouais. Et un autre client, pareil, voilà. Donc, c'est, je me demande quand même si on est encore à l'état de rumeur, et si, et c'est peut-être aussi mon espoir qui parle, quand même, les puces Apple Silicon sont faites pour le retour d'un 12 pouces. Pour avoir justement un petit modèle puissant qui justement n'a pas besoin de ventilateur, etc. C'est vraiment fait pour ça. Donc je regretterais beaucoup parce que du coup on serait une fois de plus dans un embrouillamini de gamme dont on a déjà parlé ici et qui est vraiment dommageable, je trouve. Ouais. François, un MacBook 15,5 pouces à processeur M2, est-ce que ça te semble une bonne idée ? Déjà, je vais vous confesser une chose. Quand tu as parlé du MacBook, moi j'ai revu le MacBook 13 pouces. J'avais complètement zappé ce petit MacBook de 12 pouces de ma mémoire. Mais c'est sans doute parce qu'en fait, j'ai dû en croiser 2 dans ma vie, je pense. Et pourtant, vous savez que, voilà, dans mon métier, je vois beaucoup d'étudiants, quoi. Et le MacBook, en fait, n'a jamais fonctionné. J'ai dû voir une étudiante avec un MacBook un jour. Pour moi, c'est une machine, je comprends l'intérêt, mais qui a vraiment pas eu de succès. Je pense que le problème, c'était le placement tarifaire. C'était beaucoup trop élevé. Et du côté du MacBook Air, je pense vraiment que, voilà, lapsus du MacBook, du coup, du MacBook 15 pouces, je pense vraiment qu'il n'y a pas lieu que ça s'appelle MacBook. Pour moi, ça devrait être un MacBook Air 15 pouces et demi, point. La gamme est segmentée. D'un côté, il y a le MacBook Air 13, 15, et de l'autre côté, le MacBook Pro 14, 16. Emballer, c'est peser, on arrête là. Ouais, alors, moi j'ai un argument à te soumettre, Gilles, peut-être pour défendre l'hypothèse d'un autre nom que MacBook Air, c'est qu'historiquement c'était des petits formats, les MacBook Air. C'était 11 et 13. 15.5, c'est presque le plus grand des portables qu'Apple ait proposé. Il y a le 16 aujourd'hui, il y a eu un 17 à une époque, mais 15.5 c'est très grand. Et est-ce qu'on peut encore parler de MacBook Air avec un portable dont l'écran fait 15,5 pouces de diagonale, Gilles ? Alors le R faisait référence à la légèreté. Mais oui. Il est rentré il était mince. C'était pas la taille. Il rentrait mince au point de rentrer dans une enveloppe ou de tenir en l'air tout seul. Donc, ça me paraît pas contradictoire avec le format 15 pouces. Il doit y avoir une demande. Alors, mais il sera forcément plus lourd, Gilles. Si l'écran est plus grand, il sera plus lourd. Il sera plus lourd, mais il sera plus léger qu'un MacBook Pro. C'est comme ça que l'argument doit s'entendre, s'il tentait qu'il voit le jour, et comme ça que risque de se segmenter la gamme dans ce cas-là. Mais tu y crois, cette option du MacBook 15,5 pouces ? Je crois qu'ils ont bossé là-dessus, bossé très fort. Savoir s'ils vont le lancer justement, ça fait peur. Au dernier moment, on le saura pas. Je suis pas du tout d'accord avec Fabrice. La marque R est quelque chose d'important, puisqu'on a un iPad également qui se vend extrêmement bien. J'étais faire un tour chez CSC, qui est l'ancien concept à Pau. J'ai discuté un peu avec
monsieur qui doit être le responsable, et c'est la gamme portable. Et l'ordinateur qui se vend le mieux est dans des proportions énormes, dans un pourcentage énorme. Et à l'intérieur de la gamme portable, c'est la gamme R qui se vend beaucoup mieux. Le M2 est un peu cher et du coup pâtit un peu de son positionnement tarifaire, mais le MacBook Air M1 se vend extrêmement bien. Voilà, tu m'as pas répondu. Si tu devais, toi, te prononcer aujourd'hui sur l'appellation de ce portable courant avril, MacBook 15,5 ou MacBook Air 15,5 ? MacBook Air 15,5. Parce qu'il sera plus mince, plus léger, moins lourd. Peut-être pas plus léger, on va pas l'appeler comme ça, mais... Plus léger ou moins lourd, faut savoir. 14, moins lourd qu'un 14 et a fortiori un 16 pouces. Tu serais un bon vendeur d'eau sucrée, toi, Gilles. J'aurais adoré chanter. Quelle insulte! Oh là là, mon capitaine, désolé. Comment oses-tu? J'ai tous les droits aujourd'hui, j'ai tous les droits. C'est vrai. Fabrice, alors toi, sur quel nom tu mettrais une pièce là aujourd'hui ? Alors, je voudrais juste réagir sur un truc. Je pense qu'en fait, on est d'accord avec Gilles. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Apple, je pense, a essayé de s'en débarrasser, a vu que c'était pas possible, et donc maintenant, il tient beaucoup, au contraire, justement. Et que je trouverais bizarre que cette machine avec un grand écran ne s'appelle autre chose que MacBook Air aussi. Parce que je pense aussi, comme disait François tout à l'heure, le MacBook, il en a vu peu, moi aussi. J'ai des clients qui en ont, mais j'en ai pas vu beaucoup non plus. Si on dit MacBook, je pense que au moins la moitié des gens vont répondre mais MacBook quoi ? Parce que du coup maintenant MacBook tout court ça n'existe plus et dans l'esprit d'un client potentiel ça n'aurait pas de sens. Donc moi je pense qu'il y aurait MacBook Air 15 pouces. Je rejoins Gilles parce que ça il peut être léger. Peut-être même plus fin que le MacBook Air 13 pouces, pourquoi pas, parce que on peut mettre plus de batterie en surface et donc on peut avoir un peu moins d'épaisseur. Et puis moi, ce que j'aimerais voir apparaître, c'est un MacBook Mini, alors après, pour avoir le retour d'une toute petite machine à 850 grammes qui plairait à certains. Non, ce sera un MacBook Air Mini, du coup. Sur le studio. Non, commence pas. Non, donne pas de mauvaises idées au marketing d'Apple. Ils vont le faire après. Oh, ils ont pas besoin de moi pour ça. Tu sais, il y a trois suffixes. Ils jouent au bonto. Ils ont trois doublets. Et puis alors. Aujourd'hui, on va faire le MacBook Suivez Studio. Suivez le R. Voilà. Et donc, Fabrice, toi, si tu es Apple aujourd'hui, je parle pas de ta préférence à toi. T'appelles ça un MacBook Air aussi? Ah oui, un MacBook Air 15 pouces et emballé, c'est pesé, oui, bien sûr. Ouais. François? Idem. MacBook Air 15 pouces. Et je pense qu'il se vendra. Bon, s'ils appellent cet ordinateur le MacBook 15,5 pouces, on en reparlera au mois d'avril. Oui. Vous aurez des trucs à dire. Pas content. Bon voilà, on en reparlera encore, un peu moins de 2 mois à attendre sans doute pour avoir le fin mot de cette histoire autour du 15 pouces et demi. On marque une pause et on se retrouve avec toi Gilles pour revenir justement sur ce groupe de travail, cette équipe ultra secrète qui ne l'est plus du coup chez Apple et qui a travaillé sur la mesure de la glycémie sur l'Apple Watch. À tout de suite. La mise au point de Gilles Dounès, très en forme cette semaine. Gilles, tu voulais revenir donc sur ce Exploratory Design Group, l'acronyme c'est XDG pour les intimes. Mark Gurman en a parlé dimanche dans sa newsletter Power On. On en a dit un mot tout à l'heure au début de l'émission. Pourquoi est-ce que c'est important d'y revenir ? Oui, on en a parlé également dans la quotidienne iWeek avec François, mais je voulais passer un petit moment là-dessus parce que ça m'a semblé extrêmement important pour rappeler brièvement de ce dont il s'agit. C'est un tout petit groupe d'ingénieurs particulièrement brillants. Malheureusement, ils ont perdu celui qui était à leur tête en fin d'année dernière. Et les ingénieurs brillants, c'est pas ce qui manque chez Apple. On parle d'à peine quelques centaines de personnes
qui travaillent en mode start-up, avec interdiction formelle de parler de ce qu'ils font avec quiconque ne travaille pas sur le projet. Ouais. Mais c'est le mode de fonctionnement habituel chez Apple, ça? Oui, c'est vrai sur le mode de start-up. En dernier recours, quand il y a un recrutement, ce sont les équipes qui ont le dernier mot au moment d'intégrer tel ou tel impétrant sur la shortlist. Et bien entendu, c'est vrai également pour le secret. Là, la différence, c'est que cette équipe est beaucoup plus réduite par rapport à d'autres projets stratégiques comme la réalité virtuelle ou augmentée, ou bien le projet Titan de voitures autonomes. Et surtout, elle fonctionne de manière transversale. J'étais un peu lourd là-dessus, mais ça me semble très très important. Avec des individualités qui peuvent travailler sur des projets différents, par compétence, au lieu de travailler de manière verticale en silo, et même si le cloisonnement en interne n'est pas moins rigoureux. Ouais, alors cet Exploratory Design Group, Gilles, tu dis que c'est une toute petite équipe, mais on parle quand même de 200 personnes, c'est pas non plus rien. Et tu parlais aussi de cette équipe qui travaille sur le projet Titan. Elle a un nom, hein, apparemment, elle s'appelle le Special Project Group. Si tu me permets de le préciser en complément de ce que tu viens de nous dire. Du coup, qu'est-ce que ça aujourd'hui? Hein? Tu permets tout aujourd'hui? Je permets tout aujourd'hui. Et du coup, ce fonctionnement, Gilles, qu'est-ce que ça change? Ben, ça change tout. Ils ont un budget pour travailler sur des projets jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de décider si ça vaut le coup de poursuivre ou pas, au lieu de travailler sur un aspect particulier, destiné à un appareil ou à un OS en particulier, avec une date limite, avec un avantage. Les avancées sur un sujet particulier, par exemple le rendement des batteries ou les puces basse consommation, peuvent bénéficier à tout un tas d'appareils de la marque, comme c'est déjà le cas depuis plusieurs années. Ouais. Et c'est ce qui te rend apparemment aussi enthousiaste, si je décode bien? C'est tout à fait ça. C'est un peu comme si Apple avait reproduit en interne le parc, le Palo Alto Research Center de Xerox, dans lequel Steve avait puisé l'idée non seulement de ce que pourrait représenter une interface utilisateur graphique à la souris, mais ultérieurement, quand ils sont revenus après avoir été virés de chez Apple pour fonder Next, ils ont récupéré l'idée de la connexion Internet ou de la programmation orientée objet. Sauf que cette fois, Apple a bien l'intention d'utiliser les avancées produites en interne, alors que la raison d'être du parc était simplement d'obtenir des réductions d'impôts. Apple a bien d'autres idées là-dessus, par exemple en créant de la dette, mais c'est une autre histoire et on aura l'occasion d'y revenir. Mais pour autant, là, on a la raison pour laquelle Apple dépasse autant en recherche et développement. On est passé en 12 mois de 6 milliards 300 millions de dollars à 7 milliards 710 pour l'année 2022, avec une année qui est pas terrible du tout. Mais surtout, c'est une magnifique réponse à tous ceux qui disent qu'Apple a arrêté d'innover. Maintenant, reste à savoir pourquoi l'information, elle sort maintenant. Est-ce que c'est parce qu'Apple sort d'une année difficile et qu'on est maintenant à quelques jours de la réunion des actionnaires? Eh oui, c'est vrai, parce que c'est dans 10 jours, hein, il me semble. C'est le 10 mars, c'est ça, de mémoire? C'est ça. Voilà, donc dans 10 jours, très précisément. Merci Gilles, effectivement, plein de bonnes questions autour des révélations de Mark Gurman. Merci pour cette mise au point. On marque une pause et on va partager avec vous nos coups de cœur et nos cartons de la semaine. Carton jaune, carton rouge, coup de cœur, vous avez le choix mes amis, comme chaque semaine. Fabrice, on commence par toi et on commence par une date, une année plutôt.
Une année 1971, alors qui est une année formidable pour une raison qui va apparaître évidente à tout le monde, n'est-ce pas? Et aussi parce C'est que quand toi ta c'est... date de naissance, rappelle-moi? Alors, 1971, Bah bien sûr. juste par hasard. Et il se trouve que sur Apple TV+, il y a un documentaire qui m'a été consacré, qui a été consacré à l'année 1971, qui s'appelle 1971, l'année où la musique a tout changé, et que j'ai enfin terminé. Et j'ai trouvé ça absolument formidable. C'est même très étonnant, donc la richesse de sorties musicales. Alors, les années 70... ça a été riche en musique naturellement, mais là en tout cas le point de départ de ce documentaire, c'est de prendre cette année-là et on voit les Rolling Stones et on voit les mouvements bien avant Black Lives Matter, tout ce qui est la défense de la liberté des Noirs aux États-Unis, etc., passant par la musique et par un certain nombre de gens qu'on connaît encore aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant, et il y a 8 épisodes, je crois, et je conseille à tous de regarder ça. On entend de la musique très variée, qui plaît ou qui plaît pas. Moi, ça m'a plu. Et puis en plus, c'est une vraie leçon d'histoire au travers de la musique. J'ai trouvé que c'était une approche vraiment intéressante. Bon, je suis sûr que Gilles va être client, hein, n'est-ce pas, Gilles? Je l'ai vu. Ah, tu l'as déjà vu? Je l'ai vu, mais il me semble qu'il est sorti il y a longtemps. Ah oui, c'est il y a longtemps, mais c'est pour ça que je disais que je l'ai enfin terminé. T'as rattrapé. Moi, je l'ai pas vu. Tu l'as vu aussi, Gilles, et t'as aimé autant que Fabrice? Oui, il est exceptionnel. Bon, alors 1971 sur Apple TV+. Merci Fabrice. L'année où la musique a tout changé, ça s'appelle. Formidable. Gilles, est-ce que tu as un coup de cœur ou un carton? J'ai un carton, un chercheur qui travaille sur les mythes et sur la consommation, et là il a sorti un bouquin apparemment en janvier qui s'appelle « Le mythe de l'entrepreneur, défaire l'imaginaire de la Silicon Valley ». Et il a fait du Greenpeace, c'est-à-dire qu'il a, pour sa communication, il prend Apple et puis il tape dessus comme sur une casserole pour faire du bruit et attirer de la presse et du clic, et il dit tout un tas de choses qui sont fausses. Il se vante d'avoir un corpus pas possible sur tout ce qui a été fait sur la Silicon Valley, l'émergence de la micro-informatique, et puis l'histoire d'Apple et celle de Steve Jobs, où on aurait une agiographie de Steve Jobs, alors que c'est peut-être vrai à partir de 2005 où effectivement il est devenu 2005-2007 où il est devenu incontestable que ce type avait une vision et on a peut-être trop fait, mais il passe sous silence, où il réarrange en fonction de sa thèse tout ce qui a pu se produire avant. Ce que je lui reproche surtout, c'est la lecture biaisée de tout un tas de choses qui sont bien connues des vieux ou ce qu'on va appeler les fans, hein. Et c'est aux éditions La Découverte. J'aimerais bien le lire pour voir ce qu'il y a là-dessus, mais ce serait mieux pour en parler, c'est sûr. Ouais. Non, l'interview qu'il a donnée sur 1 heure, sur France Culture, m'a mis particulièrement en pétard. Et ce qu'il a dit on sent bien, ouais. était faux, quoi. Ça a duré 1 heure, hein. C'est pas un petit clip. Écoute, on va t'offrir le livre et puis tu nous raconteras, on va passer un très bon moment après. Merci Gilles. Carton rouge du coup pour toi alors? Là oui, il y a un carton rouge, 10 minutes dehors, au moins. Très bien, très bien. C'est pas si fréquent, donc je le note. François, toi c'est un coup de cœur avec une nuance. Ouais, mon petit coup de cœur, c'est je suis un gros fan de Formule 1 et c'est le retour de la Formule 1 ce week-end, donc j'ai très hâte et j'aurai plaisir à regarder une nouvelle fois ce sport que certains trouvent particulièrement inintéressant, mais moi j'aime bien voir des voitures tourner en rond sur un circuit, c'est sympa, surtout avec la couverture médiatique de Canal. Moi, pour être très honnête, c'est la seule raison pour laquelle j'ai pris un abonnement de Canal. Je regarde un petit peu du coup avec MyCanal, mais c'est vrai que j'ai plaisir à regarder le traitement de la F1 sur Canal+. Et puis je trouve qu'ils ont une
faculté là dernièrement à réussir à faire un peu à utiliser des youtubeurs etc. F1 qui ont monté, ils utilisent Twitch, ils utilisent plein de plateformes, je trouve qu'ils sont assez bons d'un point de vue exercice de communication, c'est pas mal. Et puis le petit bémol, c'est Drive to Survive, la fameuse série Netflix. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de la regarder. Non, j'avoue, non, pas encore. Voilà. Eh ben, vous faites pas partie des gens qui ont découvert la Formule 1 avec cette série, je mets des gros guillemets, parce que c'est vrai que je trouve ça... Je regarde parce que voilà, je suis fan de la Formule 1, mais c'est vrai que c'est assez... les rivalités sont fausses, enfin c'est fait un peu enfin pas à l'arrache, mais voilà, c'est romancé pour plaire au plus grand nombre, mais je trouve que ça reflète pas la réalité, donc c'est important d'utiliser le terme série. Et puis juste pour conclure, il y a peut-être un reportage sur Fabrice, sur l'année de naissance de Fabrice, mais moi j'ai carrément eu un film. 1984. Et un livre même. C'est vrai. Ouais, mais toi, ça fait peur, tu comprends? Oui, c'est ça. Bon, merci François pour ce coup de cœur. Donc, regardez la F1 sur Canal plutôt que DTS. Hein. Ce sera du temps mieux utilisé. C'est la fin de cet épisode 126. On se retrouve la semaine prochaine, allez, le 8-9 mars pour l'épisode 127. Merci de votre fidélité, de votre soutien. Si vous ne faites pas encore partie de la communauté Patreon, rejoignez-la. Vous nous aiderez à poursuivre l'aventure iWeek. Ça se passe sur patreon.com/iWeek. Vous retrouvez également cet épisode en vidéo sur YouTube à partir du dimanche et en avant-première sans pub et dès le jeudi sur patreon.com/iWeek. Justement, une communauté pour laquelle nous prolongeons l'épisode chaque semaine. Ce sera dans quelques instants, juste après le générique de fin, pour le bonus exclusif qui sera dispo lui aussi en audio et en vidéo. Bonus exclusif Patreon, consacré cette semaine à l'arrivée d'iMessage, alors avec des bémols là aussi sur Windows. On va en discuter dans un instant. Salut la team, salut les amis, salut Gilles. Salut Benjamin, au revoir tout le monde. Et merci de t'être fait aussi beau, ça me fait plaisir. Bande d'escrocs. Salut Fabrice. Salut mon capitaine, je vais faire un petit coucou spécial à Lumana05, donc Clémence, qui nous a contacté sur Mastodon, qui nous a fait un petit coucou sur Mastodon. Elle n'est pas sur Twitter, elle est sur Mastodon. Et ben elle est encore plus sympathique. Encore un petit échange aujourd'hui même. Et puis aussi à Grégory qui se reconnaîtra, que j'ai rencontré. Moi je l'ai rencontré en vrai, nos auditeurs existent, j'en ai rencontré un. Donc je lui fais un petit coucou spécial en plus. Et je dis au revoir à tous les autres. Et ça veut donc dire à que bientôt. Lumana a écouté l'épisode de la semaine dernière dans lequel on lui proposait de se manifester pour qu'on mette un prénom sur son pseudo. Exactement. Et salut François. Salut Benji, et surtout bon resto, profite bien arrose bien ton anniversaire quand même, c'est quand même le plus important aujourd'hui. Bah écoute, on n'a pas 34 ans tous les jours, hein, donc je vais bien en profiter. Merci les copains d'avoir été là. Pensez pour Ellie, à qui on pense et qui, j'espère, sera de retour dès la semaine prochaine. Alors justement, pour patienter jusqu'au prochain épisode de la semaine Apple, ne manquez pas la quotidienne iWeek. Vous le savez, c'est le podcast court compagnon de la semaine Apple avec ses visuels maintenant qui agrémentent chaque épisode. 5 à 10 minutes à deux voix chaque jour avec les 5 infos essentielles des dernières 24 heures. C'est gratuit sur toutes les grandes plateformes de podcast. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux. Alors Twitter @iWeekNews, Instagram iWeek.news et Mastodon iWeekNews@mastodon.world. Et puis on est aussi présent individuellement. Le seul dont on cherche encore la signification, l'identifiant, c'est Fanchi56 et je vous laisse deviner de qui il s'agit dans l'équipe. N'est-ce pas François? Prenez bien soin de vous. Ce sera l'objet d'un bonus Patreon, je pense. C'est ça. 56, il y a un indice. Ouais, exactement. Prenez bien soin de vous. J'espère que c'est pas tes mots de passe, hein, ils vont être faciles à trouver. Prenez bien soin de vous. Parlez d'iWeek autour de vous. Si ça se trouve, t'as des mots de passe. Franchi 56. Vite, faut qu'on coupe, il va les changer maintenant. Parlez d'iWeek autour de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. On vous dit à la semaine prochaine. Belle soirée, belle fin de semaine et bon week-end. Ciao.
Bye bye. Bye, salut. Bye bye.